Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur les grands projets ferroviaires africains, avec notre dossier du jour qui sera consacré au projet de chemin de fer entre l'Éthiopie et Djibouti. Au programme également de cette émission, accord de paix pour la Centrafrique. Un accord a été signé ce lundi à Rome entre le gouvernement de Bangui et les représentants des groupes politico-militaires du pays. Et au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad a rejeté ce mardi la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Paulin Mroula, vous êtes expert en évaluation économique des grands projets d'infrastructure. Bienvenue. Merci. Bonjour madame. Et avec nous également notre éditorialiste Alfred Chambaud. Bienvenue Alfred. Mais très heureux de vous retrouver autour de ce plateau, Fanny, et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil. Tout de suite l'actualité du jour. Le gouvernement centrafricain a conclu un accord de paix avec 13 groupes armés. Le texte qui prévoit un cessez-le-feu immédiat a été signé à Rome sous l'égide de la communauté catholique de Sant'Egidio. Les différentes parties se sont mises d'accord sur une feuille de route de sortie de crise. Gladys Mamba. Historique pour la Centrafrique. Un accord de cessez-le-feu immédiat entre le gouvernement et les représentants d'une dizaine de groupes politico-militaires a été signé le 19 juin. Une entente conclue à Rome sous l'égide de la communauté catholique de Sant'Egidio qui œuvre depuis des années pour la réconciliation du pays. Nous nous engageons sur le plan politique à la mise en place immédiate de la part des groupes politico-militaires d'un cessez-le-feu sur toute l'étendue du territoire national, sous le contrôle de la communauté internationale comme étape fondamentale sur le chemin de la paix définitive. Les discussions qui avaient débuté en novembre 2016 ont abouti à une véritable feuille de route pour sortir la Centrafrique de la crise qu'elle traverse depuis des années. Dans ce document de 16 pages, les signataires s'engagent notamment à rétablir la libre circulation des biens et des personnes, ainsi qu'à restaurer l'autorité de l'État. Les groupes armés s'engagent au désarmement sans aucun calendrier précis. Historiquement, plusieurs accords ont été signés à l'effet d'apporter la paix en République centrafricaine. Cet accord est historique effectivement parce qu'il intègre ces deux éléments. Le premier élément, il est inclusif, il n'est pas exclusif, il intègre toutes les parties en présence. Et deuxièmement, il a un objectif désarmé. Je crois que ce sont les deux objectifs qui font de cet accord aujourd'hui, qui font qu'on dise que cet accord aujourd'hui est un accord historique. La crise centrafricaine aurait causé le déplacement de près de 20% de la population. En mai 2017, Médecins sans frontières recensait plus de 425 000 personnes déplacées en Centrafrique, un chiffre auquel il faut rajouter les plus de 480 000 Centrafricains partis se réfugier dans les pays limitrophes. Alfred, un accord qui prévoit un cessez-le-feu immédiat, c'est ce que dit cet accord. Et pourtant, mardi, le lendemain de la signature de l'accord, une centaine de victimes à Bria après des affrontements. Est-ce que cet accord a une résonance ? Fanny, ce qu'il faut bien voir par là, c'est que le chemin vers la paix définitive en Centrafrique est long et très long, difficile, interminable presque. Qu'au lendemain de la signature de cet accord, il y ait encore comme ça des attaques et puis des morts. Ça montre la volatilité de la situation, mais ça donne aussi beaucoup plus de responsabilité aux signataires de ces accords de paix et au président Touadéra. De se dire évidemment qu'on ne lâchera pas, qu'on ne perdra pas pied et que continuera à se battre jusqu'à ce que cet esprit de paix puisse s'installer dans tous les esprits, dans le chef de tous les Centrafricains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative à la paix. Sinon, on ira vers ce qu'on a vu il y a 2-3 ans en Centrafrique, tous ces massacres et tous ces morts. J'ai dit le chemin, il est long, c'est-à-dire qu'effectivement, ça ne se décrète pas comme d'un claquement de doigts. Ça veut dire quoi, que finalement, les accords qui sont signés comme ça, par exemple à Rome, loin de la Centrafrique, n'ont pas d'effet immédiat sur le terrain? Pour que ça puisse avoir un effet immédiat, il faut que les signataires, ceux qui étaient à Rome, reviennent au pays et puis expliquent
un peu à tout le monde ce qui s'est passé depuis le mois de novembre de l'année dernière. Mais est-ce que ces représentants sont représentatifs justement de ces groupes armés? C'est l'une des questions justement que pose chaque fois qu'il y a signature d'un accord de paix, le surgissement des attaques, des insurrections de cette nature. Ça voudrait dire qu'il faut continuer à travailler pour impliquer tout le monde dans ce processus-là. Ça n'est pas facile, j'en conviens, mais les Centrafricains n'y couperont pas. Paul Amouroula, que pensez-vous de cette situation en Centrafrique? Peut-être juste un commentaire pour aller dans le sens d'Alfred. Il n'y a pas d'alternative à la paix. Deuxième commentaire, c'est effectivement se poser la question, est-ce que ceux qui signent ces accords ont la délégation et le pouvoir sur ceux qui se battent sur le terrain? Si c'est le cas, alors ça pose un problème de crédibilité. Et je peux dire même que c'est une honte pour l'Afrique de pouvoir signer des accords sans arrêt, y revenir. Et finalement, on se pose la question, ils se battent pour qui? C'est pour le même peuple qui souffre, qui est massacré tous les jours. Et à la fin, ils reviennent pour discuter au nom du peuple. Ça cause quand même un problème de motifs de faire la politique dans ces pays-là. Alfred, la plupart des acteurs de cette crise centrafricaine estiment que la priorité, c'est le désarmement de ces groupes armés. Pourquoi ce processus n'est-il toujours pas enclenché? Bien, si ce processus n'est pas enclenché, c'est lié à un certain nombre de pesanteurs, Fanny. Déjà, l'une des premières, c'est que l'armée centrafricaine a éclaté depuis la crise, qu'il y a une multiplicité justement de ces groupes ou d'autres qui surgissent comme champignons du coup ça montre effectivement cette difficulté qu'a la communauté internationale, la MINUSCA justement, les Nations Unies et l'Union africaine, et puis les forces de la CEMAC, à pouvoir justement concilier cet impératif de la paix, de la réconciliation, de l'entente. Il y a eu déjà cette conférence qui a eu lieu en Centrafrique. On espérait effectivement, l'un des éléments, c'était cette démobilisation, désarmement et puis réinsertion de tous ces militaires dans la société. Simplement, tout est à faire, tout est à reconstruire. Et donc, si les porteurs d'armes, quels qu'ils soient, ne sont pas assurés justement, n'ont pas de garantie qu'en déposant les armes, on va pouvoir leur offrir du travail, on va leur permettre d'avoir un toit, etc. À ce moment-là, pour un certain nombre d'entre eux, ils préfèrent ces actes de violence, de brigandage, pour pouvoir exploiter à leur guise les matières premières de la Centrafrique. Merci. Dans l'actualité également, au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad a rejeté ce mardi la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation dont le texte définitif a été remis au président Ibrahim Boubacar Keïta. La CMA a estimé dans un communiqué que le document final n'avait pas pris en compte la question de l'Azawad et que par conséquent ne l'engageait pas. La charte est une disposition de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issue du processus d'Alger. Ces éléments constitutifs ont été définis par la conférence d'entente nationale. Écoutez à ce propos le journaliste Draman Aliou Koné. Ce implique que tout le processus est mis en cause. Je pense que la charte en soi était un document qui devait être consensuel et qui a amené tout le Mali à s'inscrire dans la logique de la paix. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que la partie, entre guillemets, la plus concernée par l'accord de paix a surtout existé la charte. Ça veut dire qu'on est toujours pas au départ. Bon, c'est pas surprenant parce que déjà, dans le processus d'évaluation de la charte, il y a eu des relatifs parce que le moment de l'Azawad n'était pas d'accord de la manière dont l'accord a été organisé et l'ont fait savoir à son temps. Et sont eux qui ont, à mon avis, étardé l'élaboration de la charte et aujourd'hui, ils se disent non concernés par ce document qui, selon eux, a été élaboré sans leur implication et sans leur accord. Aujourd'hui, tout ce processus est bloqué. Même le DDR qui est en cours, il est bloqué par le rejet de la charte. Alfred, quelles peuvent être les conséquences d'un tel rejet?
Disons que, bien, on revient à la case de départ. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement recommencer sans cesse ce débat, cette recherche de la sortie de la crise malienne et arriver à l'application des accords d'Alger. Il y a eu cette conférence pour l'unité nationale, simplement où par moment je ne comprends pas la stratégie d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est de confier la rédaction de ces documents à des experts, mais de ne pas impliquer les protagonistes même concernés. Si la CMA se dit ne pas être concernée, c'est que dès le départ, l'organisation même de cette conférence pour l'unité nationale et la paix était partie sur de mauvaises bases. L'UDR, la même chose, a dit mais enfin, le président a confié à des gens qui lui sont très proches pour tirer ces conclusions-là. Qu'à cela ne tienne, il faut qu'on se retrouve revenir autour de la table pour sans cesse discuter de conditions de paix au Mali. Mais en même temps, je crois que tous les parrains de cet accord-là doivent quand même à un certain moment continuer à faire pression sur la CEMA. C'est quand même assez incompréhensible que ni l'Algérie, la Mauritanie, les autres pays qui ont accompagné la signature de cet accord d'Alger ne puissent pas faire pression sur la CEMA pour qu'elle revienne autour de la table et qu'elle accepte quand même de discuter et de se dire il y a un point qui est non négociable, c'est l'unité du Mali. Et que donc, si on part déjà sur cette base-là de la non-négociabilité de l'unité du Mali, on peut discuter des modalités justement de l'autonomie des régions du Mali et puis mettre en place les moyens de redressement économique, socio-économique de toutes ces régions-là. Paulin Mourlin, vous comprenez, vous, le rejet de la coordination des mouvements de l'Azawad? Je ne peux pas comprendre les rejets de la paix, puisque sans la paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'avancée sur quoi que ce soit. En même temps, je suis étonné de voir, comme a dit Alfred, que cet accord soit rejeté sans que les parrains ne réagissent. Puisque c'est quand même un échec collectif, un échec des parrains, si ces accords ne sont pas mis en exécution. Est-ce que ça a été signé juste par affichage ou par opportunité pour montrer que les choses avancent alors que les fonds et les éléments de négociation n'étaient pas finalisés? Ça pose question et ça pose quand même une question de responsabilité politique énorme pour nos dirigeants africains. Alfred, est-ce que une telle posture de la coordination des mouvements de l'Azawad peut remettre en question le processus de réconciliation dans son ensemble? Non, parce qu'il ne ferme pas totalement la porte. La perche est tendue, c'est à Ibrahim Boubacar Keïta de la saisir, et puis les parrains de la région, et puis la CEDEAO, enfin toutes ces organisations, toutes ces structures doivent prendre leurs responsabilités. Paulin parle de responsabilité politique, c'est exactement ça. On ne peut pas laisser le Mali seul, face à face, pour régler cette question qui les dépasse, puisqu'il y a des conséquences dans les pays environnants. Mais Alfred, si on dit que l'unité n'est pas négociable au Mali, et qu'en même temps c'est la revendication principale de la coordination des mouvements de l'Azawad qui souhaite cette autonomie de cette partie du pays, est-ce qu'il n'y aura pas un blocage, à un moment donné, une impasse? Non, justement, parce qu'eux, ils ne sont pas dans la logique de l'autonomie, ils sont dans la logique de la reconnaissance de la spécificité, de la particularité au fond, ou pour aller vers le fédéralisme et reconnaître l'Azawad comme... Mais en réalité, on ne peut pas aller dans ces sens-là. Il faut les amener justement à comprendre qu'il y a des mécanismes politiques qui peuvent être mis en place, décentralisation qui permet justement une plus forte délégation de responsabilité au niveau des régions, et que l'Azawad pourrait se retrouver dans ce cas-là. Merci. Nous avons marqué une courte pause un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.